Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Santé et Bien-être. 15 petites minutes pour évoquer votre santé. Lundi, c'était la journée mondiale de l'épilepsie, une maladie qui touche plus de 600 000 personnes en France. Une maladie qui suscite pas mal de questions. Quels sont les symptômes? Comment traite-t-on l'épilepsie aujourd'hui en 2021? Eh bien, on en parle avec notre invité, le docteur Marie-Pierre Perriol, neurologue spécialisé donc dans le sommeil et l'épilepsie. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau. On a plein de questions à vous poser, plein de questions pratiques. Et justement, on fait le point sur les principaux chiffres de l'épilepsie. C'est la deuxième maladie neurologique la plus fréquente actuellement, derrière les migraines. Plus de 600 000 personnes, on le disait, souffrent d'épilepsie en France, dont la moitié sont des enfants. Un tiers des crises épileptiques ne répondent pas aux traitements disponibles. Ça, c'est un chiffre assez intéressant, des chiffres de la Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie. Alors, première question peut-être, docteur, est-ce qu'on peut rappeler les principaux symptômes de l'épilepsie? Comment on arrive à détecter cette maladie? Donc le principal symptôme de l'épilepsie, celui que tout le monde connaît, ce sont les crises. Donc les crises les plus fréquentes, c'est-à-dire les crises convulsives, qu'on connaît tous, où la personne tombe et a des convulsions, et puis d'autres crises un peu plus subtiles qu'on appelle les crises partielles. Et les crises partielles, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus faible pour la personne, pour le patient? C'est-à-dire que ça ne va pas engager l'intégralité du cerveau, et donc on va avoir des symptômes qui vont reproduire la fonctionnalité de la zone du cerveau concernée. Par exemple, si on est dans la zone du langage, quelqu'un qui ne va plus arriver à parler. Si on est dans la zone qui sert à bouger le bras qui va se mettre à bouger tout seul, avec ou sans disparition du contact. Est-ce que la personne va toujours être consciente de son environnement ou pas? Et qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, en fait, en vulgarisant un petit peu évidemment le discours scientifique, mais il se passe quoi dans notre cerveau au moment où on fait une crise? Alors notre cerveau, pour expliquer les crises, il faut le voir comme une énorme centrale électrique. Et il y a tout un réseau de petits câblages. Et de temps en temps, il y a des décharges électriques anormales qui peuvent intéresser soit l'ensemble du cerveau, parce que finalement c'est tout le système qui est un peu trop excitable, soit une zone particulière du cerveau. Et c'est là où on a ces fameuses crises partielles. Alors qui sont touchés parmi vos patients, par exemple? Est-ce qu'il y a une surface génétique, des antécédents? Qui est touché par l'épilepsie? Alors l'épilepsie en soi, c'est vraiment la répétition des crises. D'accord. Maintenant, l'épilepsie, elle peut arriver, j'ai envie de dire, seule. C'est une maladie épileptique, comme on parle des absences, par exemple, chez les enfants. Ou alors, c'est un symptôme qui fait partie d'une autre pathologie. Et là, on peut se retrouver avec des enfants qui souffrent d'un polyhandicap et d'une épilepsie, des personnes plus âgées qui ont fait un AVC, par exemple, et qui vont faire une épilepsie sur les cicatrices de l'AVC, des personnes qui ont une tumeur cérébrale, une maladie métabolique. En fait, de la naissance jusqu'à un âge très avancé, on peut démarrer des crises épileptiques. Et justement, ça commence à quel âge? Alors, des bébés, dès la naissance, ça peut... Voilà, sur des épilepsies qui font partie d'un tableau autre, c'est-à-dire d'une maladie génétique ou d'une maladie métabolique, on peut voir ça très tôt. C'est-à-dire quel âge? Quelques mois? Dès la naissance, dès les premiers jours éventuellement. Et ça se caractérise comment? Parce qu'un nourrisson ne parle pas, évidemment. Donc, pour les parents, comment on détecte ça? On ne le détecte pas facilement, souvent, mais des comportements qui semblent anormaux, un contact visuel qui ne se fait pas bien, des mouvements un petit peu involontaires. Mais ça, c'est vraiment pas le nœud de l'épilepsie. L'épilepsie, c'est vraiment plus pour les enfants, les adolescents et les adultes. Épilepsie seule, je veux dire. Parce que c'est vrai qu'on le voyait dans le chiffre à l'instant en introduction, la moitié des 600 000 personnes touchées en France, ce sont des enfants. Ça paraît beaucoup, c'est normal? En tout cas, c'est comme ça. Les épilepsies de l'enfant, une partie d'entre elles sont vraiment liées à un stade évolutif du cerveau de l'enfant. Dans les épilepsies, on ne les guérit pas, nous on les accompagne avec des traitements, sauf certaines épilepsies de l'enfance qui vont commencer à un certain âge et disparaître, souvent à la puberté par exemple. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants et du coup... En proportion à moins d'adultes après, ils ne restent pas forcément épileptiques toute leur vie, ces enfants. Et ça, c'est grâce à l'évolution de l'enfant, justement, qui devient adulte? Alors, c'est un terrain génétique qui favorise l'épilepsie chez ces enfants-là. Alors, pas héréditaire. Je ne dis pas que les parents sont épileptiques et que ça descend de génération en génération. C'est une fragilité génétique qui définit ces épilepsies-là. Et effectivement, le cerveau, il évolue sur l'enfance et sur le début de l'âge adulte. Donc, à une certaine période, on a une sensibilité à faire des crises qui vont disparaître toutes seules. Mais nous, pendant qu'elles sont là, pour éviter qu'il y ait des problèmes d'apprentissage, par exemple, etc., on va mettre un traitement pour
faire disparaître le symptôme le temps que la maladie s'en aille. Alors justement, avant de revenir peut-être sur les traitements, pourquoi c'est important de traiter l'épilepsie? Quelles conséquences ça a sur les patients, sur leur quotidien? C'est compliqué évidemment d'avoir ces crises qui surviennent vraiment à n'importe quel moment? Tout à fait, oui. On parle d'un orage, on ne le sent pas arriver, ça arrive, on attend que ça se termine et puis on ne sait pas quand va arriver le prochain. Les conséquences, elles sont multiples. Ça va bien sûr de la chute avec les convulsions, où là, le risque, c'est de se blesser. C'est de faire la chute au mauvais endroit, au mauvais moment, de tomber sur quelque chose et de se faire mal. C'est le risque d'avoir un accident du travail, un accident de voiture, un accident domestique, parce qu'on perd connaissance, ou du moins, même si on ne tombe pas, on n'est plus connecté à la réalité, donc on continue à faire des choses en automatique et on se blesse. Et ça va aussi sur les apprentissages. Forcément, un enfant qui déconnecte pendant les classes parce qu'il fait des crises, il n'a pas enregistré ce que disait le professeur. Si ça se répète plusieurs fois par jour, on comprend que l'apprentissage n'est pas bon. C'est une maladie qui est, on peut dire, un mal connu selon vous en tant que neurologue spécialisé sur cette question ou pas? C'est vrai que c'est une maladie qui est peut-être pas discriminante, mais en tout cas qui pose pas mal de... C'est très discriminant. C'est très discriminant, d'autant que c'est un handicap qui est invisible. Entre deux crises, le patient épileptique semble aller bien, sauf que s'il continue à faire des crises tant qu'on n'a pas équilibré son épilepsie, il n'a pas le droit de conduire. Si c'est un enfant épileptique, alors que ce n'est pas vrai, on va lui refuser l'accès à certains clubs sportifs. Vous comprenez, il est épileptique, il ne faudrait pas qu'il fasse une crise. On ne va pas lui apprendre à nager. Et puis, il y a plus de risques de mourir de noyade pour un épileptique parce qu'il est tombé dans l'eau et qu'il ne sait pas nager, que parce qu'il a fait une crise dans l'eau, ce qui arrive quand même pas régulièrement. Ouais. Donc c'est assez discriminant sur plein de choses. Oui, il y a mais ça se voit un regard entre qui est malveillant sur la maladie, vous voulez dire C'est une maladie qui fait toujours peur, oui. Ouais. Oui, on a malheureusement les gens qui nous racontent qu'à leur première crise, ils étaient avec leurs amis, ils sont tombés, quand ils se sont réveillés avec des étrangers, mais les amis étaient partis. Ah ouais. Parce que tout le monde a eu peur. C'est impressionnant. C'est parce que ça fait peur, en fait, c'est ça. Ça fait peur, ouais. Ça fait peur, visiblement. Alors, que faire justement si on est confronté à quelqu'un qui fait une crise? Ça peut être dans les transports notamment, ou un inconnu dans la rue. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Protéger la personne, c'est essentiellement ça qu'il faut faire. Bon, éventuellement appeler les secours, bien sûr, parce qu'on ne va pas forcément rester à côté et que ça peut durer un certain temps avant que la personne reprenne complètement conscience. Mais l'idée, c'est si la personne tombe, on va prendre ce cas-là, si la personne tombe, on la protège, on évite que sa tête claque par terre, on lui retire ses lunettes pour pas qu'elle les casse. On l'enlève d'un endroit dangereux quand même. On dit qu'il ne faut pas les bouger, oui. Enfin, s'ils sont au milieu de la route, on les bouge quand même du milieu de la route. Et puis on les tourne sur le côté pour les aider à reprendre leur respiration quand la crise se termine. Mais essentiellement, c'est ça. Et on met... protéger dans leur bouche. Sur les traitements, un tiers, on le disait, des crises épileptiques ne répondent pas aux traitements disponibles. Ça paraît beaucoup. Quel raccourci faire justement sur ce chiffre? Il n'y a pas de traitement efficace à 100%? Non. Il n'y a pas de traitement efficace à 100%. Chaque épilepsie est différente, chaque personne est différente. Et les réponses au traitement, il faut qu'on essaye pour voir ce qui se passe. Ce tiers-là, c'est ce qu'on appelle les épilepsies pharmacorésistantes. On n'y arrivera pas avec les médicaments. Une partie d'entre eux peuvent bénéficier d'une chirurgie. Donc quand un patient a une épilepsie qui ne répond pas au traitement, il faut qu'il soit adressé vers un centre vraiment spécialisé dans l'épilepsie, parce que peut-être c'est quelqu'un qu'on pourrait opérer de la cause de son épilepsie, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on va arrêter ses traitements derrière, mais qu'on arrivera peut-être à ne plus lui faire de crise. Donc la chirurgie. La chirurgie est une des options, ouais. Très pas bien. Pour tout le monde, mais... C'est possible en tout cas. Il faut y penser, oui, tout à fait. Restez avec nous, docteur. On passe tout de suite aux questions de nos téléspectateurs. Et on commence avec la question de Julie de Lille. Si une personne fait une crise, il faut l'empêcher, entre guillemets, d'avaler sa langue. C'est vrai qu'on dit souvent ça, docteur, mais... Alors la langue est bien accrochée. Personne ne va avaler sa langue. On ne met rien dans la bouche d'une personne épileptique. Si on met ses doigts, elle va les mordre. Ça va faire très très mal. Et si on essaie de passer un objet, on risque de lui péter les dents ou de casser l'objet dans la bouche. Et là, on va faire pire que mieux. L'histoire de l'épilepsie, c'est qu'il faut aider à la reprise de respiration. Donc, une fois que la crise très tonique est terminée, on met la personne sur le côté avec la tête plutôt vers le bas. La langue, par définition, va être plutôt vers le bas. Et la salive qui n'a pas été avalée pendant la crise, au lieu de partir dans les poumons, va partir vers sur le bas. Côté, pas en arrière. Ouais, donc on met rien dans la bouche. Ça, c'est un cliché. Oui, c'est un cliché. Il n'y a vraiment aucun danger. Il faut juste... C'est la position latérale de sécurité. Et il y a juste à tirer les épaules. C'est pas la peine de la connaître par cœur. Autre question de Théo de Roubaix maintenant. Est-ce qu'on peut faire du sport quand on est épileptique ?
Oui, et il faut faire du sport quand on est épileptique. Ça fait du bien à tout le monde, pour tout, pour le moral, pour la santé, etc. Bien sûr, il y a des sports qui sont contre-indiqués, il y a des fédérations qui ne vont pas accepter les personnes épileptiques. On imagine bien qu'on ne va pas sauter en parachute, qu'on ne va pas faire de l'escalade sans être retenu. Mais par contre, oui, il faut faire du sport. Ce que je dis toujours, entre un gamin qui va faire sa crise sur le terrain de foot, mais qui se sera amusé avec ses amis, il tombe sur l'herbe, ou qui attend tout seul dans la salle à manger, à regarder la télé, qui tombe sur le carrelage, et ben franchement, il faut continuer à vivre, en fait. C'est le message, même quand on est atteint de cette maladie. Oui. C'est pour ça que c'est pas la journée contre l'épilepsie, mais c'est la journée d'épilepsie, parce qu'il faut vivre avec. Et le but, c'est ça, vivre avec et avec les autres qui vous regardent quand vous faites votre crise. Et c'est ça. C'est important de faire passer ce message. Une dernière petite question avant de se quitter de Monique de Tourcoing. Non, c'est de Ludivine, pardon, de Saint-Omer. Je suis épileptique et je vais passer mon permis de conduire. Est-ce que j'ai le droit ? Une personne épileptique a le droit de passer son permis de conduire et de conduire à partir du moment, bien sûr, elle ne met pas les autres en danger, c'est-à-dire qu'elle ne fait plus de crise depuis 1 an, c'est la loi, ou que les crises qu'elle fait depuis 1 an, elle ne les fait que quand elle dort la nuit, par définition, on ne conduit pas en dormant, ou elle fait des crises qu'on appelle partielles, ou finalement, elle ressent sa crise, elle ne perd pas connaissance, elle ne rompt pas le contact. Par exemple, si sa crise c'est d'entendre de la musique pendant 15 secondes, elle peut conduire. Très bien. Merci beaucoup, docteur Perriol, neurologue spécialisé donc dans le sommeil et l'épilepsie, d'avoir été avec nous en plateau ce soir. Et demain, on se retrouve comme chaque vendredi pour votre magazine Top Sortie. Pas de spectacle, évidemment. En ce moment, le bateau-feu de Dunkerque viendra demain nous proposer une idée originale, assister à un concert depuis sa voiture. Nous recevrons Ludovic Rojo, le directeur du bateau-feu.